Bonjour tout le monde, Suzy Champagne. C'est pour moi un grand honneur et un immense privilège de vous présenter votre cadeau irrésistible, l'ABC de l'événement corporatif. Comme vous le savez déjà, je suis fondatrice de l'entreprise Événement Champagne Chocolat. Événement Champagne Chocolat, c'est une boîte événementielle. Nous, notre mission, c'est de créer des événements pétillants, des événements qui ont du bon goût et des événements qui sont à la hauteur des attentes de nos clients. En fait, nous, notre mission, c'est de concevoir de A à Z l'événement qui vous tient à cœur, que vous soyez un individu, une entreprise ou un artiste. Et pourquoi je dis pétillant? Mais en fait, chez nous, ce qu'on essaie de trouver, c'est le petit côté wow qui va faire en sorte que votre événement va se démarquer des autres événements. Tout ça en étant de bon goût, donc en gardant un côté très professionnel tout au long des démarches. Si vous écoutez présentement cette vidéo, quelque chose me dit que vous êtes probablement dans une de ces 4 situations. Premièrement, vous avez peut-être une idée de génie en tête, mais vous ne savez pas par où commencer pour vous assurer la réussite de votre événement. Vous avez peut-être déjà organisé un événement dans le passé, puis la veille de l'événement, vous vous sentiez à la course. Vous avez l'impression que le temps passait trop rapidement, puis vous ne saviez pas trop comment vous organiser pour être capable de livrer la marchandise. Ça vous est peut-être arrivé aussi dans le passé d'être en plein milieu de votre événement, puis de constater que finalement, vos invités, ils s'ennuient, puis ils ne s'amusent pas autant que vous l'aviez imaginé au départ avec vos beaux concepts. Ou pire encore, le jour J n'a peut-être pas été à la hauteur de vos attentes. Si vous êtes dans l'une de ces situations, sachez que moi, là, je vous comprends personnellement. En fait, il y a 5 ans, j'ai décidé de me marier, sans organisatrice de mariage. Je vous le dis, à la fin de la cérémonie à l'église, j'avais vraiment l'air de ça. Pourquoi? Parce que j'étais énormément stressée. Non pas parce que je venais de me mettre la corde au cou, parce que je savais que j'allais organiser mon mariage toute seule et que c'est moi qui devais servir mes convives. En fait, j'ai éclaté en sanglots à 11h30 dans le frigidaire commercial. Il me restait du buffet du souper, donc avec ma belle robe que j'avais payée 500$, j'ai commencé à sortir seule mes sandwichs, mes salades aux macaronis, ma salade aux patates. C'est mon mari qui est venu me prêter main forte. On s'est regardé puis on a parti à rire dans le frigo. On s'est dit plus jamais. Plus jamais, on va faire affaire avec des experts la prochaine fois parce qu'on n'a pas pu profiter pleinement de notre journée. Mais vous le savez, je suis une femme. Puis des fois, les femmes, on a de la difficulté puis ça nous prend du temps à comprendre. Donc, 2 ans plus tard, j'ai décidé d'organiser un autre événement parce que moi, je suis vraiment passionnée du domaine événementiel. En fait, je me suis ramassée avec 5 conférenciers à créer un spectacle devant 300 personnes qui s'appelait le Gala du Bonheur. On a dépensé, puisqu'on ne savait pas trop comment ça fonctionnait pour vendre nos billets, on a dépensé des milliers de dollars en publicité. On s'est ramassé, nous, 5 conférenciers pas connus, à dépenser des milliers de dollars en publicité pour être des grosses bannières dans le centre-ville de Montréal. Et ça n'a pas vraiment eu d'impact parce qu'on a vendu une dizaine de billets là, par rapport à ces affiches-là. On ne savait pas trop comment ça fonctionnait non plus au niveau de la logistique. Donc, même si on avait beaucoup d'ambition, beaucoup de persévérance, toute la planification a été faite un petit peu à l'aveuglette. Et la journée de l'événement, j'avais pas planifié des ressources humaines. Ce qui fait en sorte que je me suis ramassée avec mon équipe de conférenciers à recevoir nos 300 invités parce qu'on était à l'accueil. Quelques minutes avant d'entrer sur scène, je me suis improvisée productrice et c'est moi qui ai géré toutes les coulisses. Par la suite, évidemment, vu que j'aime ça en faire beaucoup, j'ai été maître de cérémonie de mon propre gala pour finalement, à l'entracte, ramasser des bouteilles de bière et revenir après l'entracte à faire ma propre conférence. La pire erreur qu'on a faite, en fait, c'est qu'on n'avait pas trop de budget, donc on a décidé qu'on n'engageait pas de photographe. Grosse erreur parce que la scène était vraiment belle,
Puis d'avoir un photographe professionnel, ça aurait augmenté notre crédibilité puis notre notoriété à tous et à toutes. Les photos prises par une bénévole de ma famille ont été belles, mais n'ont pas eu le résultat efficace parce que de l'éclairage de scène avec un flash ordinaire, ça fait des photos où est-ce que les gens ont l'air de fantômes. Suite à cette expérience-là, je me suis promis que plus jamais j'allais m'improviser organisatrice d'événements. Par contre, la passion était tout le temps là. Et c'est pour ça que, même si j'avais l'air d'un clou, qui avait l'impression qu'il n'y avait pas les bons outils pour y arriver, j'ai décidé de poursuivre des études dans le domaine événementiel pour perfectionner mes connaissances, parce que moi, j'ai vraiment une réelle passion pour le domaine événementiel, puis les coulisses, c'est vraiment ça qui me fait triper en tant qu'individu. Bref, l'année passée, je suis retournée sur les bancs d'école. J'ai étudié 1400 heures en coordination d'événements au Cégep de Saint-Jérôme. À ces 1400 heures de formation-là, s'est ajouté 200 heures de stage. Dans le cadre de ma formation et de mes stages, on a eu le privilège d'organiser et de participer à des dizaines d'événements. Le plus gros, en fait, ça a été le projet de mon fin de stage. Ça a été vraiment d'organiser et de supporter des bénévoles dans l'organisation de la fête de la famille du Grand Saint-Jérôme. Cette fête réunit environ chaque année plus de 4000 familles. Et c'est là que j'ai vraiment eu l'occasion de planifier l'événement de A à Z. Pour finalement me rendre compte que quand on avait les bons outils, qu'on connaissait les bonnes étapes, le domaine événementiel, c'était pas si compliqué que ça finalement. Finalement, ça se résume à 3 choses. C'est une étape à la fois qu'on réussit à s'assurer la réussite de son événement. Si on suit un guide d'assemblage, un peu comme lorsqu'on monte un meuble IKEA, ça se passe bien. Et bien sûr, pour y parvenir, on a besoin des bons outils. Bref, le cadeau que je vous offre aujourd'hui, c'est celui de mes rêves. C'est celui que j'aurais aimé recevoir juste avant de monter le gala du bonheur. En fait, moi, je suis convaincue que j'aurais économisé des milliers de dollars si j'avais eu cette information-là et que finalement, j'aurais profité pleinement de mon événement. Dans le cadre de ce cadeau-là, c'est très simple. Ce que je vous présente, c'est un guide d'assemblage en 6 étapes, plusieurs outils et même des réponses à vos questions qu'on me pose fréquemment. La base de la réussite d'un événement, c'est juste une chose. C'est très simple à comprendre. C'est 90% de planification et 10% sur le terrain. Même si on veut que ce soit plus sur le terrain, on n'y échappe pas. Il faut le planifier, notre événement. Et plus l'événement est gros, plus on doit s'y prendre d'avance. On ne décide pas d'organiser un congrès 2 semaines avant le congrès. Sachez que ça prend des mois de planification puis des mois d'organisation. Et dites-vous que plus vous êtes planifié, moins vous êtes stressé. Moins vous êtes stressé, mais meilleur vous allez être sur le terrain. Et ça va vous assurer la réussite de votre événement. Peu importe l'envergure. Donc, que ce soit un party de Noël pour 30 employés ou bien un séminaire sur 2 jours pour 500 personnes, les étapes pour les réaliser sont les mêmes. Premièrement, vous allez avoir un élément déclencheur. Donc, vous allez avoir votre idée de génie. Ensuite, vous allez procéder à la conception du produit, à la conception du projet. Pour finalement réfléchir, planifier le tout, pour qu'en période de production, le tout se passe le mieux possible. Ensuite, évidemment, vous allez avoir le jour J. Et contrairement à ce qu'on pense, il reste une étape fondamentale après le jour J, que j'appelle la clôture. Un événement bien clôturé, je vais vous en parler plus loin, c'est un événement dont on s'assure la pérennité d'une édition à une autre. La première étape, c'est l'élément déclencheur. C'est l'idée de génie que vous avez en tête puis qui vous passionne, sur lequel vous voulez travailler et mettre de l'énergie. L'important lorsqu'on a une idée de génie et qu'on veut réaliser un événement, c'est 3 choses. C'est tout simple, mais on n'y échappe pas. Premièrement, il faut se poser la question. Est-ce qu'on va être capable d'attirer les bonnes personnes? Est-ce qu'on va mettre en valeur l'événement ou le produit? Et est-ce qu'on va se respecter nos valeurs en tant que promoteur? Si vous êtes capable d'attirer les bonnes personnes,
de mettre en valeur votre événement et de vous respecter en tant que promoteur dans vos valeurs les plus profondes, mais moi, je vous le garantis, ça vaut la peine de mettre sur pied votre événement, de planifier et de faire les bonnes actions pour vous assurer que ce soit une réussite. Ça va vous apporter en tant qu'humain et ça va être bénéfique, puis vous allez être fiers de tout ça. La technique essentielle, avant de faire quoi que ce soit, je l'appelle les 5 W. Who, when, where, what, why. C'est pas compliqué, c'est de cibler c'est quoi l'événement dès le départ. Qu'est-ce que vous voulez en vous posant ces questions-là? Et ça va vous garantir de prendre les bonnes décisions et de réfléchir de la bonne façon. En fait, c'est tout simple. Je vous invite à prendre un papier, un crayon ou un document Word et de vraiment faire un tableau comme le mien. D'un côté, vous marquez question et de l'autre côté, vous marquez élaboration du concept et tout simplement, vous répondez aux questions. Donc, le pourquoi. C'est quoi le but principal de votre événement? Qu'est-ce que vous voulez faire exactement avec cet événement-là? Est-ce que c'est pour lancer votre livre? Est-ce que c'est pour recevoir un conférencier? Pour faire un colloque? Pour faire un congrès? Pour fêter Noël? Donc, le but, c'est très simple, vous le savez déjà d'une façon naturelle. Le qui maintenant? Pas juste qui est-ce que j'ai envie d'inviter. Non. Si vous voulez vraiment vous assurer la réussite de votre événement dès le départ, vous devez vous poser la question, qui ai-je intérêt à inviter afin que mon événement soit une réussite? Est-ce que je vais inviter des pairs, donc des collègues, des invités de prestige? Est-ce que j'ai envie que les journalistes parlent de mon événement? Quel type de clientèle? C'est pas juste de dire, je vais inviter monsieur, madame, tout le monde. Non. Quel type de clientèle? Est-ce que je vais réunir plus des gens de la génération Y? Des gens qui sont près de l'informatique, qui ont besoin de Wi-Fi? Est-ce que je vais inviter des gens de la génération X? Donc, si on invite des gens de la génération X, ils ont des enfants. Est-ce que ça va être quelque chose de plus familial? Est-ce qu'il va y avoir des baby boomers qui vont venir? S'il y a des baby boomers qui vieillissent, puis que c'est une activité à l'extérieur, est-ce que je vais avoir des coins d'ombre? Est-ce que je vais avoir des bancs? C'est très important de se poser la question. Leur particularité. Est-ce que j'ai des gens malentendants? Est-ce que j'ai des gens qui voient pas bien, des non-voyants? Est-ce que j'ai des gens qui sont à mobilité réduite? Est-ce que j'ai des bonnes rampes? Donc, juste le fait de vous poser la question, ça va vous amener un peu plus loin à bien choisir votre salle. Le quoi? Qu'est-ce que je vais mettre en place afin de me débarquer des autres événements puis de soutenir mon projet? Quel genre de thème est-ce que je vais mettre en place pour faire en sorte que les gens vont s'amuser, faire en sorte que les gens vont avoir du plaisir? Le quand? Ça, c'est souvent une question qu'on pense pas, mais est fondamentale. Est-ce que c'est la bonne période de l'année pour faire mon événement? Ça paraît ridicule, mais le mois de novembre, au niveau des lancements de livres, c'est une période qui est très adéquate. Pourquoi? Parce que les gens vont moins dehors, sont plus déprimés, les feuilles tombent. Donc, c'est une période idéale de l'année pour lancer un livre. Au contraire, un livre qui serait lancé comme moi au mois de février, c'est plus difficile de remplir nos salles parce que justement, il fait froid, il fait moins 30, donc il fait pas beau. On doit jouer avec une notice qui est les changements climatiques, donc c'est plus difficile de remplir nos salles à ce moment-là. Si vous organisez un tournoi de golf, que vous le faites au mois de juin, puis que tous les tournois de golf ont lieu au mois de juin, c'est peut-être pas la meilleure période. Peut-être qu'il faut le faire plus au mois d'août. Ou au contraire, on profite de l'effet levier pour dire, nous, on a un tournoi de golf et c'est au mois de juin. Je vous donne un autre exemple. Des fois, on organise des événements, puis il n'y a pas nécessairement un autre événement du même type qui a lieu en même temps, mais ça tombe que finalement, c'est un mercredi, puis ce mercredi-là, c'est la finale de hockey. Mais je vous le dis, les gens vont pas se déplacer pour votre événement parce qu'ils vont préférer regarder le hockey. Donc, c'est toutes des questions qu'il faut se poser. Est-ce que c'est la bonne période de l'année pour faire mon événement? L'autre question, ce qui est importante, est-ce qu'il y a des événements similaires dans la même période? Moi, je travaille sur un projet, ça s'appelle le Salon Mon Milieu, Ma Famille. Puis, les seules dates qu'on m'a offert, ça tombe en même temps que le Salon Maternité, Paternité, Enfant. J'ai cancellé pour l'édition 2016 et j'ai décidé de reporter le projet en 2017. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai pas envie de rentrer en compétition avec un salon qui attire le même type de clientèle,
qui est debout depuis 40 ans pour justement juste distribuer la même clientèle dans 2 endroits. Je préfère faire ça à une autre date et créer un effet levier, un effet boom et un effet wow pour mon événement. Le où, c'est aussi une question fondamentale qu'il faut se poser. C'est quoi l'endroit le plus susceptible de recevoir ma clientèle? Est-ce que je veux une grande salle qui paraît à moitié vide ou une plus petite qui paraît pleine? C'est une question importante à se poser dès le départ. L'endroit géographique, mais aussi comment la salle est faite. Ça va vous aider un peu plus loin à prendre les bonnes décisions quant à la réalisation de votre événement. Un autre exercice qui est super important à faire lors de la première étape, moi je l'appelle tout simplement la viabilité du projet. C'est certain qu'un projet, la réalisation d'un événement, ça va coûter des sous. Et l'objectif, c'est d'en faire ou à tout de moins d'arriver à 0 en bout de ligne. Donc, de ne pas en faire, mais de ne pas en perdre non plus. Dès le départ, je vous invite à faire cet exercice-là. Au niveau des revenus, vous regardez quel investissement vous êtes prêt à avoir. Si vous êtes un organisme à but non lucratif ou que vous avez accès à des commanditaires, ça peut être intéressant de regarder quel type de commanditaire je peux trouver. Est-ce que je vais vendre des produits dérivés? Dans le cas d'un livre, bien, combien de livres je vais vendre environ? Si je vends des macarons, je vais les vendre tant, bien, combien ça peut me faire environ? Je veux vendre de l'alcool, on le sait qu'on va se faire une marge de profit intéressante sur l'alcool. Ça va être quoi environ mes revenus? Donc, d'une colonne, vous faites ça. De l'autre colonne, ce qui est très important, c'est d'évaluer vos dépenses. Dans les dépenses principales, on a notamment la location de la salle, qui est souvent un gros morceau. L'achat de matériel, on essaie d'en acheter ou d'en louer, mais on le sait qu'on va avoir des frais majeurs là-dedans. Un autre gros morceau, c'est la main-d'œuvre. Évidemment, on peut toujours trouver des bénévoles, mais c'est intéressant de faire affaire avec des gens qui connaissent leur métier et qui ont les qualifications adéquates pour mener à bien votre projet. Et un autre gros morceau, c'est la publicité et l'imprimerie. Donc, déjà d'évaluer vos revenus et vos dépenses vont vous permettre de réaliser c'est quoi le montant exact que j'ai besoin de revenus pour absorber mes dépenses qui va faire en sorte que mon événement, je ne vais pas me faire de profit, mais au moins ça ne me coûtera rien pour le réaliser. Et si vous voyez que vous arrivez dans le négatif, mais que vous voulez vraiment réaliser votre événement, c'est important de vous poser les 2 questions suivantes pour vous assurer la viabilité du projet. Premièrement, est-ce que je suis capable d'augmenter mes revenus en cherchant des nouveaux partenaires, des nouveaux commanditaires ou en investissant plus d'argent? Ou est-ce que je peux diminuer les dépenses pour justement arriver à un point où moi je me sens confortable de prendre le risque de le réaliser et de faire en sorte là, que je ne m'endette pas par rapport à ça? Une fois que vous avez tout mesuré là, ça, c'est là qu'on prend la décision de dire, est-ce que j'avance? Est-ce que je ralentis, je réfléchis avant, je trouve d'autres solutions, d'autres alternatives pour le mener à bien? Ou est-ce que c'est un événement qui n'est pas viable, donc je le mets à la poubelle et j'en organise un autre à la place? Si vous êtes convaincu que votre événement est viable, que vous avez répondu aux 5 questions de la technique des 5 W et que ça vous passionne et que vous êtes prête à mettre beaucoup de temps et d'énergie sur la réalisation de cet événement-là, c'est uniquement à ce moment-là qu'on passe à la prochaine étape. Si vous avez des doutes, prenez quelques jours, lâchez prise et réfléchissez vraiment parce que vaut mieux mettre en stand-by un projet et le repousser dans le temps que d'organiser tout ça puis qu'on n'a pas la passion et l'énergie pour le réaliser. Ça, c'est un truc, puis je vous le conseille fortement là, de réfléchir parce que d'organiser un événement, ça demande un investissement en tant qu'individu. Puis sans l'investissement, ben, de toute façon, ce ne sera pas une réussite. La deuxième étape, la conception du projet. Ça, c'est la clé du succès. Puis l'important dans cette étape-là de concevoir le projet, c'est de ne pas se censurer. Plus vous allez être imaginatif, plus vous allez laisser libre cours à votre imagination, plus vous allez avoir des résultats intéressants. Et ça, en bout de ligne, ça va vous faire sourire, puis ça va faire en sorte que vous allez voir des trucs que vous n'auriez pas nécessairement vus si vous vous étiez censuré. À cette étape-là, il y a 2 choix qui s'offrent à vous en tant que promoteur de l'événement.
Soit que vous décidez de l'organiser de A à Z, ou vous décidez de prendre une personne de confiance, vous lui donnez votre projet, vous discutez avec elle de la conception et cette personne-là organise de A à Z pour vous en fonction de vos attentes et en fonction de vos besoins. C'est vraiment vous qui vous décidez, mais vous avez vraiment 2 choix qui s'offrent à vous d'une façon naturelle. Peu importe le choix que vous allez prendre. Ce qui va être important, c'est de regarder les éléments essentiels du design. Les éléments essentiels du design, c'est 3 choses. C'est la forme. Est-ce que je veux organiser un 5 à 7, un déjeuner, un dîner, un gala, un spectacle? Donc, quelle forme mon événement va prendre? Un festival même. Quel genre de thème je vais mettre en place? Donc, vous avez déjà pensé à votre thème, mais là, vous allez l'élargir, vous allez dire, qu'est-ce qui va avec mon thème? Mon thème, c'est le bonheur. Bien, qu'est-ce qui va avec le bonheur? Donc, qu'est-ce que je vais faire pour ça? Donc, plus vous allez connaître votre thème, plus votre thème va être précis pour vous, plus vous allez trouver des idées intéressantes pour le 3e élément du design, qui va être de créer des activités. On s'en sort pas. Un événement, pas d'activité, c'est plate. Une fois que vous vous êtes concentré sur les éléments du design, l'autre truc qui est vraiment important de penser, de réfléchir et de s'amuser à créer, c'est de créer une ambiance. Puis l'ambiance, ben, ça a des fondamentaux. On y échappe pas. En fait, dans ma tête, il y a 3 fondamentaux à l'ambiance. Premièrement, plus vous allez éveiller les 5 sens de vos convives, plus ils vont être satisfaits d'être venus à votre événement. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'assister à une rencontre ou une réunion de travail et la rencontre, elle s'éternise. Puis là, il est rendu 1 heure et ils n'ont pas pensé de vous donner des petites bouchées. Pas nécessairement de vous servir un repas, mais de vous donner des petites bouchées pour vous faire patienter. Il me semble que cette réunion-là, même si vous l'aviez trouvée intéressante à 10 heures, mais ça vous laisse sur votre faim, puis ça fait en sorte que vous allez dire, oh, la réunion n'était pas bien planifiée, n'était pas bien organisée. Ça vous est peut-être déjà arrivé, comme moi, d'aller dans un spectacle, puis que ça sent pas bon. À côté de vous, l'odeur qui est dégagée, ça sent pas bon. Ben juste le fait que ça sent pas bon, vous n'allez pas profiter de votre spectacle. Vous allez rester accroché à ce petit détail-là. Ou d'arriver dans les salles de bain à l'entracte puis de constater que c'est sale. Mais si c'est sale, l'endroit, c'est pas propre, vos yeux vont remarquer ça, puis ça va faire en sorte que ça va vous enlever le désir de continuer à fréquenter cet événement-là. Puis votre esprit va focusser sur des choses qui sont pas importantes, donc vous n'allez pas être nécessairement là. Donc, plus vous allez éveiller les 5 sens de vos convives, bien meilleure va être l'ambiance générale de votre événement. Un autre truc qui est super important, c'est de capter l'œil des spectateurs par une touche d'originalité. Plus on va être original, plus on va innover, on va faire quelque chose de différent, on va trouver un petit côté wow, mais c'est là que l'ambiance générale va être fantastique. Puis quand je vous dis de trouver un truc wow, ça veut pas dire de faire venir des grosses lanternes chinoises puis de dépenser des milliers de dollars en technologie. Ça veut juste dire de trouver un petit quelque chose que les spectateurs vont faire « Wow, c'est intéressant, j'ai envie de revenir à cet événement-là parce qu'ils ont fait les choses différemment des autres. » Et le 3e fondamental, c'est vraiment de mettre en valeur les éléments essentiels de l'événement. Souvent, j'ai été dans des congrès, dans des salons, et on regarde les tables des exposants, ça ressemble à un marché aux puces. On a des cartes d'affaires, des dépliants, des produits, il y a trop de choses, c'est pêle-mêle, donc nous, notre œil en tant que visiteur, on ne sait pas où regarder et c'est désagréable. Donc moi, je vous invite vraiment, si vous êtes un exposant ou une personne qui veut organiser ce type d'événement-là, de vous poser la question, c'est quoi les produits essentiels à mettre sur ma table? C'est quoi le message que je veux véhiculer? Qu'est-ce que je veux faire pour que ce soit plus clair au premier regard? Donc, plus vous allez cibler les éléments essentiels, vous allez être capable de les mettre en valeur et d'enlever tous les éléments décoratifs que moi j'appelle en bon québécois du flofla, ce qui va faire en sorte que vos convives vont aimer l'ambiance parce qu'ils vont pas être mélangés puis ils vont être capables de comprendre tout de suite le message véhiculé dans votre événement. C'est la même chose avec les commanditaires, hein?
Des fois, on a beaucoup de commanditaires, puis là, on a des plans de visibilité pour tout le monde. Et ça finit en sorte que on arrive, puis là, il y a comme une grosse arche. Puis tous les commanditaires sont là, mais finalement, ça les met pas en valeur. Parce nous, en tant que participants, on les voit pas, c'est pas beau. Il y a comme trop d'informations en même temps pour le cerveau. Donc, c'est important de trouver un endroit unique pour chaque commanditaire. Ça va vous aider à les avoir d'une édition à une autre, puis de faire en sorte qu'ils vont être heureux de contribuer à votre événement. Un autre élément qui est super important, c'est les lieux idéaux. Je vous l'ai dit tantôt, est-ce qu'on veut une grande salle qui paraît à moitié vide, ou une petite salle qui paraît trop pleine, où est-ce que les gens sont tout coincés? Donc, pour y parvenir, déjà de regarder le nombre d'invités, le nombre de participants approximatifs, ça va vous aider à prendre une bonne décision. Lorsque je parle de lieux idéaux aussi, je parle évidemment de présence de stationnement, de présence d'accessibilité au transport en commun. C'est important pour certains types de clientèle d'être dans des endroits qui est plus métropolitain, moins rural, plus urbain, pour que le transport en commun soit plus accessible. C'est ridicule, hein? Moi, j'ai eu énormément de plaintes parce qu'autour du cabaret Lion d'Or, tous les stationnements étaient payants. Donc là, il y a des gens qui sont pas venus à mon événement juste parce que ça leur coûtait 15 $ de stationnement pour venir. C'est très important. Si c'est l'hiver, est-ce que dans votre salle, il y a un service de vestiaire? Super important. Est-ce qu'il y a des rampes pour les personnes à mobilité réduite? Donc, plus, dès le départ, vous allez cibler vos lieux idéaux, bien, plus ça va être facile de remplir votre salle et d'attirer les gens à venir à votre événement. Un autre truc très important à se poser en phase de conception, c'est vraiment de se poser la question, est-ce que mes objectifs sont SMART? Donc, est-ce que les objectifs que je me donne sont spécifiques? Est-ce qu'ils sont mesurables? Est-ce qu'ils sont atteignables? Surtout, est-ce qu'ils sont réalistes? Mais réalistes dans le temps, donc temporels. Si vos objectifs ne sont pas assez spécifiques, c'est peut-être le temps de vous poser la question de quelle façon est-ce que je vais les préciser? S'ils ne sont pas mesurables, sont trop abstraits, vous n'allez pas être capable de les réaliser. Est-ce qu'ils sont atteignables, réalistes, temporels? Est-ce que je suis capable de réaliser ces objectifs-là? Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être le temps de changer vos objectifs parce que vous êtes en début de projet. C'est pas le temps de réaliser la veille de l'événement que vos objectifs ne sont pas atteignables, ne sont pas réalistes. Il vaut mieux le prévoir quelques semaines à l'avance. Ça va vous permettre de vous réajuster par rapport à tout ça. Et en phase de conception, si vous vous posez déjà la question, c'est quoi mes incontournables? Ça va vous aider un peu plus loin à mieux planifier votre événement. En fait, très simplement, moi, je vous invite vraiment à prendre une feuille ou un document Word et à diviser en 3 départements, parce qu'il y a 3 départements essentiels lorsqu'on organise un événement. Premièrement, il y a les ressources matérielles. Donc déjà, vous pouvez vous poser la question, quel genre de liste de matériel je vais avoir besoin? Les ressources humaines. C'est quoi le profil idéal d'un bénévole ou d'un employé? Est-ce que je veux qu'il soit souriant? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir ses cours de RCR? Je vais en parler un peu plus loin, c'est important. Est-ce que c'est une personne qui est quand même autonome ou que je vais avoir besoin de faire gérer par quelqu'un d'autre? Donc, c'est quoi le type de profil pour chacun des postes que vous allez avoir besoin de combler idéal? Juste de vous poser la question va vous permettre un peu plus loin de prendre les meilleures décisions tant qu'à la réalisation de votre événement. Les ressources financières. C'est quoi le budget détaillé? Et ça, c'est très important de l'avoir devant vous lorsque vous prenez des décisions. Parce que c'est bien beau avoir des idées du siècle. Si vos idées du siècle coûtent 20 000 $, mais vous allez peut-être essayer de trouver une alternative à votre idée du siècle qui va vous permettre de ne pas aller vers l'endettement. L'autre département incontournable, c'est au niveau de la communication. Lorsque je parle de communication, je ne parle pas juste de publicité. Oui, il y a l'orientation stratégique publicitaire. Déjà, de se poser la question, c'est important. On ne fait pas des slogans puis on ne dépense pas 100 000 $ à la télé sans y avoir réfléchi avant. C'est très important. La communication entre les membres de l'équipe. Ça aussi, c'est super important.
on y pense pas. Mais est-ce que si vous avez 50 personnes pour votre congrès, allez-vous louer des walkie-talkies? Est-ce que la salle vous en prête dans votre location de salle? Maintenant, avec les cellulaires, allez-vous avoir pour chaque personne la liste des numéros de téléphone de chaque intervenant? C'est important d'y penser parce que ça va nous permettre de s'ajuster avant que la situation se produise. Et lorsque je parle de communication aussi, je parle de signalisation sur le site. Lorsque vous allez réserver votre salle, je vous invite vraiment à faire l'exercice. Installez-vous à l'entrée et mettez-vous dans les bottines des gens qui vont venir la journée de l'événement. Et regardez, posez-vous des questions. Sont où les toilettes? Si c'est pas clair pour vous, ça vous prend un panneau de signalisation. Sont où les toilettes? Ils sont là. Vous avez des gens VIP qui vont venir, des journalistes, des invités de prestige. Mettez-vous dans leur peau. Ils arrivent à la porte, ils sont connus, donc tout le monde les regarde, des célébrités. Et là, ils se posent la question, c'est où l'entrée VIP pour moi? Si c'est pas clair pour vous, ce sera pas clair pour eux. Donc, vous mettez une signalisation VIP. Si vous avez besoin d'une table d'accueil et que c'est pas clair pour vous et où la table d'accueil, mettez de la signalisation, table d'accueil. Ça coûte pas cher, c'est pas long à faire, mais c'est essentiel. Les stationnements, la même chose. Vous arrivez avec votre voiture, où est-ce qu'on se stationne? De mettre des pancartes avec des P ou de prévoir des gens à l'extérieur qui vont diriger les gens. Les gens vont l'apprécier et vont faire en sorte qu'ils vont mieux apprécier votre événement. L'autre incontournable qui est super important, c'est la logistique et la sécurité. Souvent, on l'oublie, mais dans chacune des villes, dans chacune des municipalités, dans chacune des salles que vous allez réserver, il va y avoir des réglementations. Autant des réglementations gouvernementales que de la salle. C'est important de les connaître. Puis c'est important de s'assurer que les gens qui viennent à votre événement les connaissent aussi. Faire un événement, ça demande un permis. Si vous faites ça dans un restaurant, ben eux autres, ils ont leur permis d'alcool, il n'y a pas de problème. Si vous réservez une salle, vous avez besoin de votre permis d'alcool. De le savoir à l'avance, c'est intéressant parce que de demander un permis d'alcool au gouvernement, ça prend 2 et 3 mois pour avoir notre permis d'alcool. Donc, c'est important de faire cette démarche-là déjà très tôt lorsqu'on connaît la date de notre projet. Les assurances. Oui, la salle a une assurance pour la bâtisse, mais vous devez, en tant que promoteur d'un événement, de vous assurer d'avoir les bonnes assurances. Des assurances qui protègent vos bénévoles, qui protègent votre main-d'œuvre, qui vous protègent en cas de vol. C'est plate de se faire voler du matériel qu'on a loué chez Solotech à 20 000 $. Donc, c'est important d'avoir une assurance responsabilité civile. Au niveau de la musique aussi, c'est pas tout le monde qui le sait, mais au Québec notamment, on doit avoir un permis SOCAN pour pouvoir diffuser de la musique dans des endroits publics. Donc, c'est important lors de la signature du contrat de vous assurer que c'est la salle qui est responsable de ce permis-là et non vous si vous mettez de la musique. Moi, au Cabaret Lion d'Or, c'est moi qui étais responsable de ça. Donc, j'ai dû faire des démarches auprès de la SOCAN. Ça coûte pas une fortune, ça m'a coûté 30 $. Mais j'ai dû faire des démarches pour les déclarer. Un autre élément qui va être important, que je vais vous parler un peu plus loin, c'est vraiment le plan d'aménagement de la salle. Il me semble que c'est plate d'arriver le matin même puis de dire la table est trop grande pour mon corridor. Ou bien j'ai trop de stock, ça rentre pas sur la petite table qu'on m'a prêtée. Donc, plus vous allez connaître les dimensions réelles de la salle et les dimensions réelles de chaque outil qui va venir dans votre salle, moins ça va vous stresser la journée de l'événement. Puis le but de faire un plan d'aménagement puis d'autres outils que je vais vous parler plus loin, c'est vraiment que votre événement soit un succès même si vous tombez malade puis que vous n'êtes pas là. Donc, si votre plan d'aménagement est clair et précis, si vous arrive un imprévu la journée de l'événement, il y a quelqu'un qui va pouvoir prendre la relève et bien placer le tout. Un autre truc super important lorsqu'on parle de logistique et sécurité, c'est tout ce qui s'appelle une procédure d'évacuation, trousse de premiers soins. On y pense pas, mais d'avoir des gens qui ont des cours de RCR, c'est pas facultatif. Au Québec, c'est obligatoire. Ça en prend 1 par 500 si je me souviens bien, donc c'est très important. D'avoir un plan d'urgence, s'il arrive un feu, un dégât d'eau, n'importe où, par où est-ce que les gens sortent?
Est-ce que les sorties de secours sont bien identifiées? Est-ce qu'il y a un exposant qui est en plein milieu de la sortie de secours? Donc, c'est très important déjà de se poser la question parce qu'on n'y pense pas, mais ça limite l'espace, ça limite la capacité d'accueil. Donc, tout ça doit être pris en considération. La troisième étape lorsqu'on organise un événement, ça s'appelle la planification des ressources. Cette étape est super importante parce que plus ça va être planifié, plus facile va être la production de l'événement et devrait prendre environ le 1/3 du temps total de la préparation de l'événement. Dans cette étape-là, il y a 3 outils fondamentaux avec lesquels vous devez apprendre à travailler. La première, c'est de diviser en lots de tâches. Donc, tous les départements que vous avez faits lors de l'étape précédente, au niveau des ressources, de la communication et de la logistique. Maintenant, c'est important de prendre chacun des départements et pour chacune des données, donc pour chacune des sections, vous devez trouver toutes les tâches que vous allez avoir à faire qui va vous amener le jour J à être prêt. Donc, un exemple, au niveau des ressources matérielles, vous pourriez avoir à faire des soumissions, des choix de fournisseurs, le transport, etc. Au niveau des ressources humaines, le genre de tâches que vous devez faire, c'est le recrutement, la formation de votre main-d'œuvre, l'organigramme, donc qui va s'occuper de qui la journée de l'événement. Au niveau des ressources financières, c'est de respecter, de s'ajuster au niveau de votre budget. Dans les tâches de communication, le genre de tâches que vous pouvez faire, c'est tout ce que les tâches liées à la programmation. Donc, contacter des artistes, signer des contrats, s'assurer que les devis techniques sont bien remplis, tout ça. Donc, tout ce qui a trait à la programmation. Les tâches de communication, autant ce qui concerne les numéros de téléphone de vos fournisseurs, qui contacter en cas d'urgence, de quelle façon est-ce que ça va être au niveau de la communication dans l'équipe, ainsi que les tâches liées à la publicité, donc impression de carte d'affaires, rencontrer un graphiste, tout ça, c'est toutes des tâches que vous devez faire. Donc, vous les marquez vraiment en ordre chronologique, qu'est-ce qui va avant quoi. Et le troisième département, logistique et sécurité. Donc, toutes les tâches de réglementation, permis, assurance. Je vous donne un exemple pour le permis d'alcool, mais c'est d'aller chercher le formulaire, de le remplir, de le retourner avant telle date. Le plan d'aménagement du site, les procédures d'évacuation, les premiers soins, les matrices de risque. Ça, c'est vraiment tous les plans B que vous allez mettre en place si quelqu'un tombe, de quelle façon vous réagissez. Si votre événement est à l'extérieur, puis finalement il y a une mauvaise température, qu'est-ce que vous faites pour pallier à ça? Donc, toutes les matrices de risque, tous les risques possibles qui peuvent arriver là, dans votre événement. Un autre outil très intéressant, pour moi, c'est l'outil le plus puissant qui va s'assurer la réussite de votre événement. Ça s'appelle l'échéancier. Donc, une fois que vous avez tout pris votre lot de tâches, c'est très simple, vous le mettez dans un document Excel et vous divisez vraiment votre document comme sur ce PowerPoint-là. Donc, vous marquez votre tâche, vous avez une colonne fait, donc quand c'est fait, vous mettez un X dessus, le lieu, où est-ce que vous allez faire cette tâche-là, qui sera responsable d'effectuer cette tâche-là, quelle est la date à laquelle vous devez débuter cette tâche-là pour s'assurer la réussite de l'événement. C'est quoi la date butoir? Donc, après cette date-là, là, vous commencez à être un peu stressé et vous avez un peu de retard au niveau de l'événement. Vous estimez que ça va vous prendre combien de temps environ et le commentaire. Juste le fait de faire un échéancier qui va être structuré, département par département, de mettre en ordre chronologique votre lot de tâches, va vous faire économiser énormément de temps en bout de ligne et va vous permettre de vous ajuster dans la production en cours de route. Le troisième outil super important, c'est vraiment le plan B. C'est très important d'avoir un plan B, surtout lorsque notre événement est à l'extérieur. Des fois, la mauvaise température, peu importe, on doit transférer l'événement à l'intérieur. Mais qui dit plan B ne veut pas nécessairement dire de changer l'événement de l'intérieur vers l'extérieur ou de changer de salle. Je vous donne un exemple. Si dans une salle, le matin de votre événement, il y a un dégât d'eau, mais il va falloir déplacer des tables, il va falloir réaménager votre plan d'aménagement. Donc, c'est important de vous prévoir un plan B pour le lieu physique de l'événement en tant que tel, pour du matériel aussi qui pourrait être brisé.
mais aussi un plan B au niveau de vos ressources humaines. Malheureusement, on est des humains et puis vous pouvez arriver le matin de l'événement, puis il y a des gens qui sont absents. Même ça se peut que ce soit vous qui soyez absent. Donc, c'est toujours important de prévoir un plan B, de dire si j'ai moins de main-d'œuvre, de quelle façon est-ce que je m'organise? Et surtout, si moi, je dois m'absenter dû à un imprévu, qui va me remplacer? Donc, juste le fait de tout de suite mettre votre plan B en place, ça va vous permettre à la dernière minute de vous réajuster par rapport à la réalité du moment présent. La quatrième étape de la réalisation de votre événement, c'est vraiment la production du projet. En fait, ça devrait prendre entre 40 et 50% du temps total lié à la préparation du projet. Ça paraît très compliqué, mais finalement, c'est super simple. C'est d'exécuter toutes vos tâches que vous avez mises à votre échéancier, de respecter les délais et de s'ajuster aux besoins. Une façon de bien être capable de respecter les délais et de s'ajuster aux besoins, c'est d'utiliser ce que j'appelle un code de couleur. Dans votre échéancier, qui est un document Excel, vous pouvez mettre chaque ligne de couleur différente. Moi, je vous suggère de les diviser en 3 couleurs. Qu'est-ce qui doit être fait en priorité? Vous le mettez en rouge. Qu'est-ce qui doit être regardé de plus près, mais qui n'est pas une priorité? Vous le mettez en jaune. Donc, des tâches que vous devez effectuer ou qui sont au ralenti ou qu'on doit s'assurer la vérification. Et qu'est-ce qui est à faire, mais qui n'est pas prioritaire? Eux, vous le mettez en vert. Et au fur et à mesure que le temps avance, mais quand la tâche est faite, mettons que votre tâche en priorité est faite, là, vous la mettez en gris. Comme ça, vous n'avez plus besoin de vous soucier de ça, c'est fait. Alors, juste le fait de mettre des codes de couleur dans votre échéancier et de les bouger au fur et à mesure pour que le rouge devienne vert, le vert devienne rouge, le rouge devienne gris, ça va vous aider très rapidement en regardant votre échéancier à savoir où est-ce que vous êtes rendu puis qu'est-ce que vous devez faire pour vous assurer que le jour J, tout soit bien fait. Un outil qui est super important, c'est le cartable de production. Moi, je vous recommande fortement de l'avoir papier. C'est une espèce de cartable dans lequel tout est là. Donc, dans ce cartable-là, c'est comme le cerveau collectif de votre événement. S'il arrive quoi que ce soit, n'importe qui peut le prendre et être capable de monter l'événement à votre place. Dans ce cartable-là, il y a des données importantes à avoir, comme les coordonnées téléphoniques, les copies des dépliants publicitaires, les horaires du déroulement de la journée. Ça inclut le montage et le démontage. Des listes de vérification de matériel. C'est une feuille dans laquelle vous avez vraiment tout le matériel que vous allez avoir besoin la journée de l'événement. Et ça, juste le fait de cocher si vous l'avez ou pas, va vous permettre de vous assurer de tout avoir la journée de l'événement. Les permis, les assurances, si n'importe qui vous pose des questions, c'est important d'avoir ça. En ce qui concerne le plan d'aménagement, je vous donne un exemple. J'ai travaillé sur un événement de collecte de fonds. Le plan d'aménagement, on recommence. On enlève l'autre puis on met lui. Le plan d'aménagement est selon moi un outil fort puissant et intéressant aussi. Dans le cas de l'exemple que je vous ai mis sur mon PowerPoint, je travaillais sur un événement de collecte de sang. Donc, vous voyez que très rapidement, on est capable de voir où est la zone de collecte de sang, où est la zone d'attente, où est l'inscription. Donc, trouvez-vous votre code de couleur, vos légendes que vous voulez. Plus ça va être précis, plus ça va être clair, plus ça va être simple la journée de l'événement de le monter. Un autre outil qui est très intéressant, c'est vraiment d'avoir sous la main le déroulement de la journée. On est habitué de mettre le déroulement de la journée lorsque les invités sont là, mais moi, je vous suggère fortement de prévoir aussi le temps pour le montage et le démontage. Si vous avez plusieurs fournisseurs qui doivent arriver tout en même temps ou plusieurs artistes à gérer, c'est peut-être important de les prévoir dans le temps, de s'assurer que lorsque le premier fournisseur part, le deuxième arrive, afin de ne pas toutes les avoir en même temps puis d'avoir l'air d'une pieuvre la journée de votre événement. Donc ça, c'est un exemple de mon déroulement que j'ai eu à mon lancement.
La 5e étape, c'est le jour J. Le jour J, c'est pas le temps de changer plein de choses, c'est le temps de s'ajuster et d'apprendre à gérer les imprévus rapidement. En gros, l'important, c'est 2 choses. Premièrement, gérer les imprévus. Et deuxièmement, garder son environnement propre et sécuritaire. Lorsque je dis propre et sécuritaire, c'est de ne pas avoir des chaises devant les sorties d'urgence. Que les endroits des trousses de premiers soins soient connus de toutes vos ressources humaines. De savoir qui va s'occuper de la sécurité des gens en cas d'urgence, ça c'est très important. Et de s'assurer aussi que les trousses de premiers soins sont complètes. Donc, quelques jours avant votre événement, c'est important de vérifier. Est-ce qu'il reste des diachylons? Est-ce qu'il reste des rubans? Est-ce qu'il reste des trucs pour nettoyer les instruments? Et surtout des gants. Ça, c'est très important. Et dites-vous que toutes vos ressources humaines doivent être sensibilisées au fait que vaut mieux prévenir un accident que de vivre avec un accident le jour de votre événement. Donc, c'est très important. Si vous voyez quelque chose qui est par terre en plein milieu d'un allée, vaut mieux suggérer à vos ressources humaines de le ramasser que finalement quelqu'un tombe et se blesse. Ça vous évite bien des casse-têtes au niveau des assurances. Par la suite, qui veut dire gérer les imprévus, c'est vraiment de trouver une personne de confiance qui va être vos yeux et vos oreilles durant l'événement. Quelques qualités essentielles de cette personne-là, mais plus cette personne-là va être autonome, va être capable de gérer le stress et capable de s'adapter facilement aux changements, plus elle va être capable de réagir face aux imprévus et ça va être très bon là, pour votre organisation. Votre rôle à vous, c'est très simple. C'est de soutenir vos ressources humaines et de recevoir vos convives. C'est ça votre rôle la journée de l'événement. C'est plus le temps de se réajuster, c'est surtout pas le temps d'avoir des regrets, c'est le temps de garder le sourire, de soutenir les gens qui sont avec vous, de recevoir vos convives et de faire le meilleur avec la situation dans laquelle vous vivez. L'incontournable, c'est vraiment le sondage de satisfaction. Aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi simple de faire des sondages de satisfaction. En fait, vous avez même plus besoin d'avoir une équipe qui se promène avec des papiers puis qui distribue et les ramasse. Maintenant, avec la technologie, si vous avez une zone Wi-Fi, des tablettes, avec 3-4 questions, les gens répondent rapidement. Vous êtes capable de faire la cueillette des données très facilement. Ce que je vous suggère là, avec le sondage de satisfaction, c'est de ne pas le mettre trop long et de le mettre le plus précis possible. Parce que les gens n'ont pas envie de passer 10 minutes à répondre. Si vous posez 2-3 questions, oui, non, avec 1 ou 2 commentaires, c'est parfait. Ça va vous permettre tout de suite de cibler ce qui a fonctionné et ce qui a moins fonctionné dans votre événement et de vous améliorer lors de la prochaine édition. La 6e étape. Souvent, on oublie, mais elle est très importante, c'est le fameux bilan. Quand je dis bilan, c'est pas juste de regarder les chiffres et d'analyser les sondages et de dire, bon, ça a fonctionné ou bien, bon, qu'est-ce qui doit être amélioré. Dans le bilan aussi, c'est très important de faire le bilan avec toutes les personnes qui se sont impliquées dans l'organisation de l'événement en les remerciant. Donc, quand je parle de personnes, j'inclus les fournisseurs, j'inclus les commanditaires, mais j'inclus aussi les bénévoles et les ressources humaines qui ont fait un effort pour faire de votre événement une réussite. Si ces gens-là reçoivent une lettre de remerciement, ou encore mieux, si vous avez le temps, un appel personnalisé, je vous garantis que la prochaine fois que vous allez avoir un projet à mettre en place, ils vont être plus enclins à vous aider. Je vous donne un exemple. Souvent, on oublie des gens qui sont essentiels. On loue la salle et on oublie de faire un retour à la salle et de leur dire merci. Oui, les gens disent, mais j'ai pas le temps, puis finalement, c'est moi le client, je leur ai payé une somme exorbitante pour être là, je n'ai pas à les remercier. Non. Moi, je pense que de recevoir une lettre de remerciement, ça va leur faire plaisir. Ils vont être contents et qui sait, peut-être qu'à la prochaine édition, ils vont vous offrir des avantages ou des bonus ou des trucs plus intéressants parce qu'ils vont avoir réalisé que la réussite de votre événement a un lien direct avec l'effort qu'ils ont mis pour le réaliser eux autres aussi. C'est vrai que c'est pas facile.
Des fois, on a l'impression qu'on ne va pas organiser un événement. C'est vrai que c'est pas facile. Des fois, on se décourage. On ne voit pas le bout du tunnel. On a l'impression qu'on n'y arrivera pas. C'est pour ça qu'en bas de cette vidéo, je vous ai laissé un lien. Ce lien-là, il est précieux. Parce que moi, je vous offre mon aide, je vous offre mon support et je vous offre mon appui pour faire de votre événement une réussite. Je vous invite à me contacter. Puis à partir de là, je vais être capable de répondre à vos besoins et de faire en sorte que votre événement soit un petit peu plus pétillant, tout en gardant son côté professionnel et de bon goût. Merci de me faire confiance et à bientôt.